Bonsoir tout le monde, bienvenue de retour sur ma radio Academia, une exclusivité de CFAC 88.3. Et ce soir, je suis donc de retour pour le Turn-Based Thursday Fest. Et si vous avez entendu et écouté l'épisode que j'ai fait avec le PDG de Evia Studios, il est maintenant en ligne sur ma chaîne YouTube et sur cfac.ca. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un autre développeur, un développeur avec qui ça fait un moment qu'on correspond. Et j'ai trouvé son jeu très intéressant et j'ai voulu l'inviter. Bonsoir Yannick, le développeur en chef de Blood and Chaos et le PDG de Go Games. Comment ça va? Bonjour, bonsoir, ça va bien et toi? Ça va très bien. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur CFA 88.3, Yannick. Le plaisir est le mien. Donc, commençons tout de suite par le sujet. Qu'est-ce que c'est Blood and Chaos? Alors, Blood and Chaos, c'est un roguelite, un jeu de rôle roguelike. C'est inspiré, après je ne sais pas si tu connais les roguelikes ou pas, mais donc en fait c'est un jeu qui est inspiré d'une part par les roguelikes. Les roguelikes, c'est des jeux au tour par tour, c'est pour ça qu'on fait partie d'ailleurs du festival, non? Turn-Based Thursday Festival, dans lequel en fait tu contrôles un personnage et tout est créé de manière procédurale. Procédurale, c'est-à-dire que si tu joues deux fois et tu vas deux fois dans le même donjon, tu n'auras jamais la même structure, les mêmes ennemis, etc. Donc ça, c'est un peu la base, on va dire, du roguelike. Et d'un autre côté, la partie jeu de rôle, c'est inspiré d'un jeu des années 80. Je ne sais pas si tes auditeurs ont déjà vu ces jeux, qui est la série Ultima, mais les premiers, principalement du jeu Ultima 4. Donc voilà en gros un résumé très haut niveau de ce qu'est Blood and Chaos. Donc, dans Blood and Chaos, c'est quoi le gameplay? Comment est-ce qu'on joue à Blood and Chaos? Donc, en fait, Blood and Chaos, c'est donc étant un jeu de rôle roguelite, tu commences la partie, tu crées des personnages, un peu comme un donjon et dragon offline, mais en fait c'est online. Non, tu crées d'abord ton équipe de personnages, ton groupe. Tu peux avoir des guerriers, des magiciens, des clercs, des voleurs, etc. Et après tu commences à jouer. Donc le jeu, en fait, c'est un jeu en 2D, en mode sprite, c'est-à-dire que c'est pas, faut pas s'attendre à un jeu genre Baldur's Gate en 3D haute résolution, c'est-à-dire que ce que tu contrôles, ce que tu as sur l'écran, c'est des sprites de 16 pixels. Donc c'est vraiment du old school, ce jeu. Et donc l'idée, il y a une histoire, mais l'histoire, on pourrait presque dire qu'elle est secondaire, qui te fait visiter un monde. Et dans ce monde, tu as des villes, tu as des donjons, etc., que tu dois visiter. Après, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais en gros, comme dans beaucoup de ces histoires, c'est très inspiré de Seigneur des Anneaux et ce genre de jeu. Donc en fait, c'est très tactique aussi. Il y a beaucoup de combats où il faut prendre en compte les différentes forces et faiblesses de tes adversaires, mais également de tes personnages pour arriver à avancer. Sans spoiler, évidemment, c'est quoi un peu le synopsis de Blood and Chaos? En fait, quand tu commences Blood and Chaos, enfin quand le joueur commence à jouer, il n'a aucune connaissance, il ne sait rien du tout. En fait, on va dire que tu commences, tu es un groupe de jeunes aventuriers dans un monde médiéval fantastique, un peu dark fantasy, et tu as été élevé dans une espèce de monastère, c'est-à-dire que c'est orphelin. Du coup, ça permet dans l'histoire de faire commencer le joueur en n'ayant aucune connaissance du monde, etc. Et petit à petit, il va le découvrir. Donc en fait, ça commence, le monastère dans lequel il vivait a été attaqué, tout le monde a été tué, et ils trouvent, enfin, leur maître, avant de mourir, leur dit d'aller chercher un parchemin. Et de là, après, s'ensuit toute l'histoire, où en gros, c'est du classique d'aller, on va dire, d'aller sauver le monde. Et donc ça passe par visiter, comme je disais, certaines villes, aller vous parler avec des personnages non joueurs,
des dialogues pour trouver des indices et pouvoir avancer dans la quête. En fait, en gros, à résoudre 7 quêtes qui sont 7 donjons pour après aller affronter le boss final, sans spoiler comme tu disais. Donc, Go Games, évidemment, c'est donc ton studio qui développe et édite ce jeu également. C'est quoi un peu l'histoire de Go Games? Comment est-ce que ce studio a vu ses jours? En fait, studio, en fait, moi je suis indie dev, c'est-à-dire que si on parle de studio, je suis le seul dans studio. Je collabore de manière ponctuelle avec d'autres personnes. Par exemple, j'ai collaboré avec un artiste pour faire, je ne sais pas si tu as vu différentes images. Il y a aussi un peu en guise d'introduction un comic, donc là-dessus j'ai collaboré avec un artiste. Mais après, d'où est né, en fait, c'est né de l'envie de créer ce jeu que je suis en train de créer. Et ça fait des années. Là, si on revient à ce que je disais au début, Blood and Chaos est très inspiré d'un jeu qui s'appelle Ultima 4, un jeu qui est paru dans les années 80. Et donc, depuis la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai toujours voulu créer, on va dire, un jeu qui ressemblerait à Ultima 4. Et il y a 3 ans, après pas mal d'essais ratés, etc., je me suis remis sur ce projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé, on va dire, le studio et que j'ai commencé à travailler sur le jeu. Je suis curieux de savoir c'était quoi un peu les inspirations de Blood and Chaos parce qu'à première vue, ayant regardé les quelques clips sur Steam là, pour la promo du jeu, j'ai eu l'impression, évidemment le nom est un peu un indice, que le jeu avait un air un peu sombre, un peu ténébreux, un peu gore aussi, là, Blood and Chaos, donc le sang et le chaos. Il y a des parties du jeu, par exemple le côté qu'on joue avec une équipe, donc un party, on n'est pas, c'est pas un joueur seul, un personnage seul, et également plusieurs scènes dans les quelques photos et vidéos que j'ai vues me rappelle un peu le même environnement. Évidemment, c'est pas le même genre de jeu, mais qu'un jeu comme Fear and Hunger, qui est un peu inspiré par Berserk, ce genre de manga d'histoire un peu sombre, un peu gore. Donc, Yannick, dites-nous quelles ont été les principales inspirations pour Blood and Chaos, à part Ultima, et évidemment, pour tout ce qui est de l'atmosphère et du vibe du jeu, en fait. Déjà la base, et pour le nom, on va pas parler des mots en eux-mêmes, Blood et du mot chaos. Déjà l'inspiration, c'est clair que ça vient, la première inspiration, c'est Donjons et Dragons, non Dungeons and Dragons, le jeu de table, non auquel j'ai beaucoup joué aussi quand j'étais plus jeune. Donc, mais par rapport à l'ambiance, en fait, on va dire, c'est un mélange de beaucoup de choses que moi je lis beaucoup, que ce soit des BD, que ce soit des livres, etc. Par exemple, il y a Moorcock, je ne sais pas si tu connais Elric Nécromancien. Ah, mais oui, évidemment, Euh, classé, ça c'est bon. Classique. En fait, c'est un peu un mélange d'inspiration de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, et avec un aspect un peu sombre, qui se voit un peu dans les screenshots ou dans les vidéos que tu as pu voir, où il y a toujours une ambiance assez sombre. Donc, ça vient un peu de plusieurs choses. Je ne pourrais pas te citer une seule source d'inspiration. En gros, on va dire, c'est un mélange de beaucoup d'inspiration, mis un peu à la sauce dark fantasy, on va dire. On pourrait même dire que Lovecraft, j'aimerais bien aussi ajouter un peu des clins d'œil à Lovecraft et à autres, mais c'est ça, en fait, je ne pourrais pas dire une seule source d'inspiration, vraiment. Mais c'est ça, en fait, c'est les jeux de rôle sur table, des jeux, même pour l'ambiance, il y a d'autres jeux, mince, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom du jeu, mais il y a des jeux qui n'ont rien à voir non plus avec le jeu de rôle, qui, en termes d'ambiance, quelque chose que je vois aussi dans le jeu, c'est l'ambiance et l'atmosphère, non? Et on va dire avec
du pixel art en 16 pixels, 2D, etc., ça peut être difficile. Du coup, ça passe aussi l'ambiance un peu dark, que ce soit par les sons, par la musique, enfin, qui est un peu minimaliste, par les lumières, etc., etc. Euh, j'avais lu afin de préparer notre entrevue, les dev blogs que vous aviez mis sur Steam, notamment, vous avez parlé du fait que ça faisait un moment que vous n'avez pas fait une mise à jour pour le jeu dans votre Hein. post le 6 janvier de cette année, c'est exact? Oui, oui, oui. Et Oui, oui, allez-y. pardon, oui. Vas-y. Non, non, continue. Je pensais que tu avais fini ta question. Non, 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 je voulais juste être sûr que j'avais la bonne information. Ah, d'accord. Oui, oui, non, effectivement, parce que il y a plusieurs points. Moi, sur Steam, ce que j'ai vu, c'est la seule vraiment communication que j'ai faite sur Steam, à part mettre en ligne la page Steam, répondre aux questions dans les discussions de Steam. Ce que je fais surtout, c'est de mettre des vidéos toutes les semaines, en fait, on va dire des devlogs sur YouTube, où je montre en fait les dernières avancées. Ce que je fais de moins en moins pour deux raisons, c'est parce que enfin, je ne veux pas mettre des vidéos pour mettre des vidéos sur YouTube, mais juste quand il y a des choses vraiment qui significatives, des choses nouvelles, non, significatives. Et d'un autre côté, maintenant, c'est un peu ce qu'on disait au début aussi, vu que je commence un peu, surtout sur la démo, à me lancer un peu dans la mise en place de l'histoire. Ce que je veux pas non plus, c'est spoiler. Du coup, pense qu'il va y avoir de moins en moins de vidéos, mais par contre, comme la démo va bientôt sortir, je pense qu'il y aura quand même plus de communication, que ce soit sur Steam ou sur d'autres canaux ou réseaux sociaux. Ça pourrait surprendre, mais en lisant le devblog, justement, on voit que c'est quelque chose t'as sur lequel tu as mis beaucoup d'attention, c'est-à-dire l'aspect du dungeon crawling. Et moi, certains évidemment s'arracheront les cheveux en entendant ce nom, mais moi j'ai toujours été un grand fan de la franchise Etrian Odyssey, qui est un RPG, probablement le RPG depuis infamant dans le genre, pour être un crawler extrêmement difficile et vraiment chiant, pour être en bon français. Notamment, j'ai des très mauvais souvenirs de mourir des dizaines de fois contre Devil dans Etrian Odyssey 2. Mais la question que je voulais poser justement, c'est que est-ce que dans votre Dungeon Crawl, étant un jeu un peu dans le même genre, un roguelike Dungeon Crawl, et puisque c'est un roguelike d'ailleurs, est-ce que vous allez mettre comme ça des super boss ultra chiants et le jeu, est-ce qu'il va être très dur, un peu comme à la Etrian Odyssey? Est-ce qu'il va falloir comme qu'on track les cartes et tout ça? Déjà, ouais, la plupart, on va dire, des roguelites, du moins les roguelites traditionnels, sont des jeux très difficiles où on meurt beaucoup. Et quand tu meurs, ben, tu recommences au départ et en gros, tu perds tout et c'est une dure. D'un certain côté, oui, Blood and Chaos va être dans cette lignée. Avec des petites différences. C'est que comme en gros, on est en mode campagne avec un overworld, non, un monde, des cités, etc. En fait, je vois Blood and Chaos comme une série de petits roguelikes. C'est-à-dire que chaque fois que tu rentres dans un donjon, c'est comme si tu commençais un roguelike. D'accord. Et à la fin du donjon, tu peux sauvegarder le jeu et recommencer. Si tu meurs dans le donjon, tu perds tout ce que tu as fait dans le donjon, mais comme chaque donjon est un roguelike, quand tu le recommences, ça va être un donjon différent. C'est peut-être un peu emmêlé comme explication. Et après, en termes de boss, oui, il va y avoir des boss qui seront plus ou moins difficiles, c'est-à-dire que de plus en plus difficiles. Non. Le premier sera assez challengeant. Et pour aussi, par rapport à la difficulté, les différents playtests que j'ai faits, les retours que j'ai eus, après ça dépend du profil de joueur, et le jeu est assez difficile tel qu'il est, mais il me reste aussi un gros travail à faire en termes de balancing, non un peu de régler la difficulté du jeu, ce qui viendra petit à petit, mais oui, je veux que ce soit un jeu quand même assez difficile et challengeant à faire, mais que ce soit pas non plus
Enfin, ce qu'il faut faire attention avec ce genre de jeu, c'est que ce soit difficile, challengeant, mais que ce soit juste, non fair. C'est-à-dire que ça veut pas une difficulté qui soit due, un, au hasard, ou deux, à des choses qui sont vraiment, vraiment injustes, et tu dis, c'est pas possible que ce boss, en un coup, il m'a tué, je pouvais rien faire. Ouais, ça c'est un classique hein, pour les super boss RPG, notamment pour les jeux, les vieux RPG notamment, où le boss a comme cette espèce de one-shot, une mécanique de one-shot que si tu fais quelque chose de travers, ou même si tu ne le fais pas, c'est totalement par chance, il va utiliser son attaque qui one-shot toute l'équipe. Toi, tu voulais absolument éviter ça. Moi, ce que je veux, c'est que si le joueur. En fait, dans les roguelikes, il y a un aspect très important, c'est l'apprentissage, non? C'est-à-dire que quand tu meurs, tu apprends quelque chose et après, ça te fait que tu t'améliores lors ta première visite, ta prochaine visite dans le donjon. Parce que si c'est le joueur qui commet des erreurs et il meurt à cause de ça, je veux cet aspect. Mais par contre, je veux limiter l'autre aspect où le joueur ne fait pas vraiment d'erreur et il meurt quand même. Euh, et cet aspect, je pense, qui est le plus frustrant et que je veux éviter, même si, on va dire, le hasard, non, ou le lancer de dés, qui correspond au lancer de dés, non, dans les jeux de plateau, jeux de table, euh, a un impact, mais pas un impact trop important non plus. Il y a un choix particulier pour le gameplay sur lequel j'étais un peu porté attention immédiatement. C'est le choix d'avoir des combats tactiques, donc des combats à tour, mais tactiques, parce que beaucoup de jeux dans le genre similaire que les deux, ceux que je connais, auxquels ça me fait penser, comme Etrian Odyssey ou Fear and Hunger, c'est des jeux, c'est des combats, désolé, à tour classique. Donc, il n'y a pas de mouvement possible à l'intérieur d'un combat. C'est un combat un peu comme dans les vieux Final Fantasy classiques. Pourquoi avoir choisi d'intégrer des mécaniques de combat tactique lorsque ça pourrait ajouter des couches de développement dans le cycle? Non, en effet, tout ça a fait avec le développement, parce que comme tu disais avant, on contrôle une équipe de jusqu'à 6 aventuriers. Ça complique par rapport même à un roguelike classique où tu contrôles uniquement un personnage. On va dire ça multiplie pas par 6 mais par 10 ou par 20 la complexité du développement. Euh, Après, par rapport à ce que tu dis, et peut-être plus des jeux de rôle où quand tu es en combat, en fait, tu n'as pas vraiment ce positionnement. Moi, je voulais vraiment ça pour deux raisons. La première, c'est en gros, je considère ce jeu un peu comme un hommage à Ultima 4. Ultima 4, les combats étaient de cette manière. Non, tu es sur une carte et tu déplaces tes joueurs, etc. Et ce que je voulais aussi, c'était essayer de retranscrire un peu la sensation que tu as quand tu joues à un jeu de rôle sur table, où là aussi tu as le positionnement, etc. Donc c'est un peu l'idée. Et ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas non plus une déconnexion entre la phase d'exploration, où tu es donc dans ton donjon, et après la phase de combat, où dans beaucoup de jeux, mais c'est plus les roguelikes, avec un T et pas un K, où ça se passe, non? Parce que dans un roguelike, en fait, tu n'as pas d'écran différent entre quand tu es en mode exploration, tu visites le donjon, et le mode combat. Donc c'est pour ça aussi que Blooded Cow est fait de cette manière. Une autre chose aussi une autre question que j'avais aussi, c'était par rapport plutôt au jeu lui-même et à toi, Yannick, évidemment, en tant que le développeur de Blood and Chaos. C'est que, évidemment, moi, en préparant pour le TBTF, en allant regarder la liste des jeux, ce que j'ai beaucoup apprécié du TBTF, c'est que il y avait des jeux de développeurs, oui, somme toute, en toujours indé, mais quand même de jeux qui ont une notoriété quand même conséquente et quand même une énorme base de joueurs.
Les deux auxquels j'ai pensé, c'est évidemment Age of Wonders 4. J'ai jamais eu la chance d'y jouer, mais j'ai joué Age of Wonders 3 que j'ai beaucoup apprécié. Et évidemment, Inscription, que c'était un des premiers jeux quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, que j'ai fait une revue de ce jeu-là, que j'ai beaucoup aimé en tant que jeu d'horreur. La question que je voulais te poser, Yannick, c'est ça te fait comment d'être enfin dans la cour des grands avec ce genre de jeu-là, avec lesquels maintenant parmi tu te trouves? Je vais pas avoir la prétention de dire que je suis au niveau de ces jeux qui ont fait énormément de ventes et qui ont eu beaucoup de succès. Déjà, pour moi, je prends les choses étape par étape. Déjà, la première étape, c'était d'arriver à avoir un peu, on va dire, de traction et d'intérêt, non, de la part des joueurs. Surtout que je suis ce qu'on peut appeler une niche, non? Le roguelike pur, enfin plus traditionnel, et pas un jeu, on va dire, vraiment grand public. Donc là, moi, avec les wishlists, non, les listes de souhaits sur Steam que j'ai déjà obtenues, je pense que ça va me permettre, quand le jeu va sortir, j'espère cette année, d'être, c'est dans les jeux qui sont les trending, comment on dit en français, les jeux, les jeux populaires, parce que Steam, dans ce cas, non, te met plus en avant, etc. Et après, tu vois, parce que le jeu n'est pas encore sorti, et il peut autant faire zéro vente que 1000, 10 000, 20 000, 30 000, etc. Pour l'instant, le jeu n'est pas encore sorti, du coup, par contre, je suis très content d'être dans le Base First Day, parce que c'est un événement, sinon le meilleur auquel j'ai pu participer, mais c'est un très très bon événement, très bien organisé, et comme tu le dis, il y a des super jeux qui sont un peu les têtes d'affiche, non, on va dire, de ce festival. Mais précisément, justement, c'est pour ça que j'en ai parlé parce que c'est un peu ça, c'est un peu ces jeux-là qui m'ont attiré au festival. Et ensuite, ben, j'ai eu la chance de trouver des gens comme toi, comme l'autre fille qui fait Rain Tactics et d'autres développeurs avec qui j'ai eu la chance d'interagir et j'ai trouvé que c'était très cool qu'il y ait des petits devs qui puissent intégrer le festival également pour pouvoir promouvoir leur jeu et également apporter un peu d'innovation et pas toujours rester un peu dans les mêmes assises que plusieurs studios AAA sont accusés de faire aujourd'hui. Et en parlant justement de faire la même chose, en effet, c'est une niche, les roguelikes classiques. Et également, Ultima 4, c'est peut-être un titre dont plusieurs auditeurs n'ont pas entendu parler depuis, depuis longtemps. Cependant, ce n'est pas. Blood and Chaos ne serait pas le seul hommage à Ultima 4 qu'il y a eu à travers les années. Ça fait quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, là, mais c'est pas le seul. Ça fait un moment qu'il y en a pas eu. Si on parle des séries un peu plus anciennes, comme Avernum, on pourrait. Ça, c'est certainement un hommage à Ultima 4, mais en 2023, il y a eu Moonring, qui est également dans cette ligne-là. Donc, en quoi est-ce que Blood and Chaos se distingue de ces jeux inspirés ou hommage à Ultima 4, ou même de Ultima 4 lui-même? En quoi est-ce qu'il innove des limitations des années 80? En fait, par rapport aux exemples que tu as donnés, par rapport à Verno et toute la série, non, de ces jeux, ce jeu est pas roguelike, c'est-à-dire que, on va dire, les donjons ne sont pas aléatoires. Euh, donc moi, quand je voulais refaire, en gros, refaire un Ultima 4, parce qu'en fait, quand j'ai fini de jouer à Ultima 4, je me suis dit, mince, je l'ai fini, c'était une super expérience, mais maintenant, si j'y rejoue, j'aurais plus la même surprise quand j'y joue. Donc je me dis, pourquoi pas faire un Ultima 4, mais en mode roguelike, où chaque fois que tu vas jouer, en gros, tu vas avoir des choses différentes qui vont arriver dans les donjons, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et par rapport à Moonry, qui est un très beau jeu, qui était gratuit d'ailleurs aussi. Donc ça, c'est des choses. La chose que j'ai voulu faire aussi sur le roguelike,
qui a été fait que très rarement, c'était de faire un roguelike où le joueur contrôle un groupe d'aventuriers et pas seulement un aventurier. Et donc ça, c'est, on va dire, une des différences par rapport à Monring. Il y en a d'autres, évidemment, non, dans la manière dont les choses sont implémentées. Mais ça, c'est une grosse différence. En fait, Blood and Chaos, c'est un Ultima 4 en mode roguelike, un peu comme je le présente, sans vouloir être prétentieux et dire que c'est au niveau de Ultima 4, ou un roguelike multi-joueur, enfin pas multi-joueur, multi-personnage, avec une histoire. Donc ça dépend de quel côté tu le prends. Donc c'est un peu la manière dont je finis. En fait, c'est un jeu à la Ultima 4, mais en mode roguelike et où le joueur contrôle un groupe de personnages et pas un personnage unique. D'ailleurs, ça, le fait de contrôler un groupe de personnages et pas un personnage unique, ça pourrait faire dire à certains, on va dire, puristes du roguelike que c'est pas un vrai roguelike parce que dans un vrai roguelike, tu contrôles un seul personnage. Évidemment, on distingue, il y a une distinction importante que tu as souligné entre les roguelites et les roguelike, donc avec un T versus un K. Par contre, ça peut sembler un peu paradoxal de demander ça à un développeur de roguelike, justement, mais je trouve qu'il n'y a personne de mieux à qui poser cette question. Et Yannick, est-ce que tu trouves que depuis récemment, il y a quand même un peu une sursaturation de jeux roguelike et peut-être il y a un peu un biais à travers les jeux qui sont retrouvés un peu au sommet, comme Hades 2, Balatro, Against the Storm et ce genre de jeu. Ou est-ce que tu penses, je crois qu'au total, j'ai lu qu'il y avait des centaines, voire des milliers de jeux depuis quelques années qui ont été avec le tag roguelike ou roguelite qui ont été publiés sur Steam. Comment est-ce que tu penses que les roguelikes peuvent innover et ne pas toujours un peu tomber dans les mêmes répétitions? En fait, la première chose dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, maintenant, presque, enfin, je dirais même presque tous les jeux ont dans leur tag roguelike ou roguelite. C'est un terme, hein, qui a été utilisé et c'est le premier un peu des tags de Steam, vu que c'est pas vraiment vérifié, etc. En fait, tu peux mettre les tags que tu veux à ton jeu. Et du coup, c'est plus que le fait que les jeux utilisent des tags. Par exemple, si tu as un peu d'aléatoire dans ton jeu, tu vas le taguer roguelike. Alors que c'est pas vraiment un roguelike. Balatro, par exemple, c'est plus un jeu de cartes aléatoire, mais c'est pas un roguelike. Ou un roguelike à la base, c'est déjà un jeu où tu as peut-être qu'il a Balatro. J'ai pas joué à Balatro pour être complètement euh, transparent, mais où tu as du permadeath, c'est-à-dire quand tu meurs et tu gardes rien de ce que tu as fait. C'est euh, Dungeon Crawler, tour par tour, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que en gros, c'est le problème, c'est des tags. C'est pas qu'il y a énormément de roguelikes, c'est que tout le monde utilise les tags à tort et à travers. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux donner des exemples de jeux que tu considères qui ont des tags qui peuvent porter à erreur? Là, comme ça, il n'y en a pas qui me vient, mais pratiquement tous les jeux. En fait, si tu veux voir quels sont les vrais. Vous pouvez, si les auditeurs sont intéressés, dans Wikipédia, où tu as un truc qui s'appelle Rogue Bassin, où tu as une liste de roguelikes, et là, en principe, tu as vraiment des roguelikes. Tu as un qui est point .com. Parce que, comme je te disais, c'est pas que. Enfin, il y en a énormément. La plupart des jeux qui mettent roguelike, c'est pas du roguelike. Et quand tu dis qu'il y a des milliers de roguelikes qui sortent tous les ans, si tu regardes bien du vrai roguelike, je sais pas, ça en a peut-être une dizaine dans la masse. Du coup, pratiquement tous les jeux qui utilisent les tags roguelike sont plus du roguelite que du roguelike. Roguelite, en fait, ça reprend des éléments de roguelike, mais pas exactement la définition. S'il y a une définition après ça, c'est un peu
la théorie et des puristes du roguelike s'appelle Berlin Interpretation et qui donne en gros les différents donc allô, Allô? Oui? Non, non, je t'es crois que toujours là? ouais, non, t'as coupé une seconde, tu m'entends? Oui, oui, ouais, je t'entends. Ok, pas de souci. La prochaine question que je voulais poser, c'était concernant c'est toujours intéressant de poser ça à des développeurs parce qu'on ne sait jamais quelle réponse on va avoir. C'était le tag, en parlant de tag, mais là, ça, on parle pas de tag de genre de jeu, mais on parle plutôt de la catégorie du développeur. Le tag indé, donc indépendant. Cette année, disons, la polémique a refait surface avec les victoires éclatantes de Clair Obscur au Game Awards. Et évidemment, la polémique est repartie parce que il y en a évidemment qui faisaient l'argument que Sandfall, ce ne sont pas vraiment des développeurs indés parce que Guillaume Broche, il était à Ubisoft, il a amené toute une équipe avec lui, il a reçu des millions de dollars de financement, Kepler a accepté de publier son jeu, mais tout de même, à l'inverse, c'est le premier jeu de Sandfall interactive. Ils n'ont jamais fait de jeu avant. Alors, dans cette perspective-là, oui, c'est des développeurs indépendants. Mais en même temps, lorsqu'on voit que d'autres, il y a des jeux comme Dispatch ou des jeux comme euh, Blueprints, désolé, Blueprints qui est développé par un seul développeur dans un cycle de développement de presque 8 ans, ça soulève des questions. Donc, Yannick, comment est-ce que toi tu te positionnes dans cette question, dans ce débat-là de jeux indépendants? Ah, vas-y. Oui, en fait, ta question est un peu compliquée. C'est vrai par rapport à Clair Obscur, ils avaient énormément de moyens, mais en même temps, je crois que c'était un petit studio, notre 15 à 30 personnes. Mais quelle est la définition de indie? C'est vrai que maintenant, c'est assez flou et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, personnellement, je me considère comme un indie solo dev. Mais après, c'est clair que maintenant, je pense que cette définition a plus vraiment de. C'est compliqué de savoir quand un studio dit qu'ils sont un studio indé, euh, si c'est du double A, c'est compliqué à répondre. Purement par curiosité, ça s'est financé comment ton jeu Blood and Chaos? Qu'elle a pu l'être. Pardon. Justement, ton jeu il s'est financé de quelle manière? Mon jeu, en fait, en termes de coûts, il y a très peu de coûts. Le coût principal, c'est le coût de développement. Euh, et après, en gros, j'ai monté cette activité pratiquement avec zéro financement. J'ai déboursé, enfin, j'ai dépensé mon propre argent, que ce soit pour l'art, etc. Mais c'est minimum pour l'instant. C'est minimum. Euh, Et j'utilise beaucoup, toi, d'assets domaine public. J'achète des assets aussi. Et après, je les retravaille. Et on va dire, c'est vraiment, on va dire, ce jeu est fait de manière vraiment artisanale. Donc bah, là, on peut vraiment dire que c'est de l'indie, l'indie, indie pur. comme dans la définition classique de ce qu'un jeu indé veut dire. Ouais. Voilà. Et j'ai eu quelques premiers contacts avec des éditeurs, mais auxquels j'ai pas donné suite parce que, enfin, je sais pas exactement pourquoi, mais d'une part parce que je veux vraiment que ce soit un projet indépendant justement. Et pas toi me mettre un peu
dans une machine où peut-être que je pourrais perdre un peu de contrôle ou autre, ou avec une pression, parce que je me mets énormément de pression, non, personnellement, pour que le jeu sorte. Mais après, c'est moi qui décide, non, des lignes, des timings, de ce qu'il y a dans le jeu, quand tu disais si ça va être plus ou moins gore, si plus ou moins dark, les mécaniques, etc. Peut-être pour commencer la fin de l'entrevue, je voulais savoir, c'est quoi un peu l'horizon du développement restant dans le devblog. Tu parlais de année 1, année 2 et un peu toutes les galères qui sont suivies. Mais combien d'années est-ce que tu dirais reste, ou combien de quarts plutôt, si on veut mesurer comme ça, reste dans le cycle de développement et euh, qu'est-ce que tu envisages comme date de sortie et éventuellement pour le prix du jeu? Alors, en termes de timing et prochaines étapes, là, on est en mars, d'ici la fin du mois ou début avril, enfin à peu près la fin du mois, je veux lancer nouveau, un nouveau playtest, test du jeu. Et en fait, ce playtest, ça sera la démo complète. La démo, on va dire, ça va être le premier chapitre du jeu. Euh, donc ça, je veux faire ça fin mars et que les playtests soient pendant, en gros, le mois d'avril. En fonction de ces résultats de playtest, après, ben, il y aura on va dire des itérations sur cette démo. La démo, en fait, ce que j'appelle la démo, c'est donc, comme j'ai le premier chapitre, mais avec toutes les mécaniques et tout en place. Après, donc, après ce playtest, la démo qui sera lancée, je pense d'abord sur Itch, on va dire un soft launch, et dans un deuxième temps sur Steam, une démo Steam. Donc ça, l'objectif, c'est que ce soit avant l'été, qu'il y ait une démo sur Steam. Et après, le lancement final, une fois que la démo aura été lancée, il y aura évidemment encore des choses à régler, etc. Mais ce sera beaucoup travaillé sur le contenu c'est pour la fin de la démo jusqu'à la fin du jeu et on va dire le final, avec l'objectif de sortir le jeu cette année, en fin d'année. Je pense le sortir au plus tôt, enfin vers novembre, après il faudra voir, parce en octobre, octobre-novembre, il y a un autre festival qui est le festival des roguelikes, justement. Et j'aimerais, avant la sortie du jeu, y participer pour un peu, tu vois, un peu créer. Il y a un peu du hype autour du lancement. Donc, en fait, démo bientôt et lancement, on va dire Q4 enfin fin 2026. Ça, c'est le plan. Après, la réalité dans le développement de jeux, ça se passe jamais comme on l'imagine. Donc ça peut être plus de temps, mais en fait, c'est les objectifs que je me suis fixés pour cette année, pour la sortie du jeu. Et s'il sort en novembre, ça fera un peu plus de 3 ans de développement sur le jeu, ce qui est déjà. Et je connais des développeurs qui ont passé 10 ans ou plus sur leur jeu, mais 3 ans, je trouve que c'est déjà mal de temps. Et après, ta deuxième question, c'était par rapport au coût du jeu. Je suis pas encore décidé exactement, mais ça sera, je pense, en euros, 11-12 euros par là, dans ces eaux-là. Après, je ne sais pas si tu fais le change pour tes auditeurs. Alors, les gens peuvent faire le math, ils peuvent aller sur Internet et faire les échanges. C'est pas un souci. En fait, avant de terminer, j'étais un peu curieux de connaître un peu plus sur toi, Yannick. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent des questions, qui se poseront des questions certainement. Moi, j'ai toujours considéré que la création en dit beaucoup sur son créateur. Et ici, Blood and Chaos, je sais pas si c'est vraiment flatteur de dire ça comme ça, mais c'est un jeu qui semble très sombre, très, très dark, très dur, très gore. Et dans ce sens-là, certainement, ça me rend un peu curieux sur ben, qui tu es, c'est quoi un peu ton parcours et comment tu t'es retrouvé à devenir développeur maintenant. Alors, dans mon parcours, à la base,
on va dire, data scientist, ou statisticien, enfin, il y a différents mots. Donc, toujours travailler avec les données. Ce qui fait que un roguelike, c'est beaucoup de données en fait derrière. Du coup, c'est un peu, on va dire, il y a un peu une certaine logique, non, à vouloir avoir fait un jeu de type roguelike. En termes de programmation, c'est-à-dire que bah, quand tu travailles dans les données, d'une certaine manière, tu programmes un peu, mais j'ai été autodidacte, c'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai toujours voulu programmer. En fait, quand les gens que je connaissais jouaient au jeu, moi, j'essayais déjà d'en faire. Depuis tout petit, c'est vraiment un truc qui m'a toujours enfin, que j'ai toujours voulu faire. Et après, pour le côté dark, etc., je suis pas gothique ou quoi que ce soit. C'est juste que le jeu. En fait, ce que je te disais au début, c'est que je veux que le jeu ait une ambiance, non? Et j'aime bien ce type de jeu, non? Un peu dark fantasy. Donc voilà, en fait. Hier, et une toute dernière question avant de se quitter. Hier, en parlant pour l'entrevue aujourd'hui, en se préparant, tu m'avais dit que tu étais maintenant basé en Espagne et c'est quelque chose aussi qui m'a rendu un peu curieux parce que, évidemment, ça se sait que la France, c'est quand même un centre important pour le développement de jeux vidéo qui est connu, évidemment, Ubisoft, qui ont des bureaux ici à Montréal aussi également, mais qui est un studio français. On a eu d'ailleurs justement Clair Obscur qui a été fait par des Français, donc c'est un centre important. Pourquoi avoir choisi de se baser en Espagne en particulier? En fait, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo parce que, comme je disais aussi avant de me lancer dans ce projet, on va dire, j'étais pas vraiment dans le secteur du jeu vidéo. L'Espagne, c'est plus un choix de vie, mais ça fait hyper longtemps que je suis en Espagne, c'est pas quelque chose de récent, donc c'est plus un choix de vie parce que personnellement, je préfère la vie en Espagne que la vie en France, ou du moins la vie en région parisienne, on va dire. Donc c'est pas. C'est pas lié à l'industrie ou quoi que ce soit, c'est un choix personnel de vie, on va dire. C'est toujours bien de choisir ce qui est le mieux pour soi. Merci beaucoup Yannick pour cette entrevue. Je me suis beaucoup amusé et certainement ça a un peu éclairé mes questions que j'avais concernant Blood and Chaos. Et évidemment, ben, j'ai hâte d'y jouer. Et écoute, on reste en contact. Tu m'enverras une CD clé lorsque la version alpha ou ben, dès que tu sentiras que une version du jeu assez propice à être testée sera prête. Et je ferai une petite revue pour ce jeu. Parfait, sans problème, je t'enverrai ça. Oui, évidemment, puisque en plus j'ai une perspective un peu similaire que toi, ayant joué à d'autres roguelike, des dungeon crawlers et beaucoup de RPG dans ma vie. Donc, merci beaucoup Yannick et j'espère que ton jeu sera un succès et je te souhaite bonne chance dans ton projet. Super, merci beaucoup. Et bonne journée. Toi aussi.